Pierre-Emmanuel Thoman est géopoliticien, chercheur en géopolitique, auteur d'un blog qu'il présentera, qui est déjà en ligne, qu'il présentera bientôt publiquement. Il a une expérience professionnelle avec des activités simultanées d'ordre géopolitique et stratégique, mais ne sont jamais absentes ou oubliées les aspects centraux de l'analyse que nous essayons chacun pour notre part de conduire, les aspects européens. Donc l'aspect de préoccupation européenne dans toutes les analyses géopolitiques qui produisent. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas une centralité de l'analyse, toutes ces analyses seraient nulles et sans sens. Donc, chargé de cours à l'École européenne de communication, directeur de recherche en géopolitique à l'Institut chez nous. Il a beaucoup de domaines d'expertise, les relations franco-allemandes, de l'Union européenne et le système international, l'Asie centrale, les États-Unis, les Balkans. Donc, Pierre-Emmanuel essaye de renouveler la méthode d'analyse géopolitique. Donc, les rivalités de pouvoir sur le territoire, la maîtrise du territoire comme facteur de puissance. Il est docteur en géopolitique à l'Institut français de géopolitique de l'Université de Paris 8 et chercheur au Centre de recherche et d'analyse géopolitique du CRAN. Si tu me permets, je m'arrête là. Et donc, je cède immédiatement la parole à Pierre-Emmanuel Thoman, dont les espoirs sont connus. Je dois le dire avec plaisir et avec admiration. Merci. Merci. Donc, mon analyse va être prendre le problème du cyberespace du point de vue géopolitique. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon intervention l'émergence de la cybergéopolitique, en posant une question: les États-Unis sont-elles une puissance digitale occupante en Europe? En reprenant le commentaire d'un homme politique allemand du CSU, Peter Uhl, qui a posé cette question dans les journaux allemands et qui a fait évidemment un tollé, qui a lancé tout un débat en Allemagne sur cette question. Donc, la cybergéopolitique, je vais vous donner juste quelques définitions. Pour moi, l'approche géopolitique, c'est l'étude des rivalités de pouvoir sur le territoire. Et je pense que la géopolitique dans le monde multipolaire d'aujourd'hui est une grille de lecture qui est centrale pour comprendre les conflits actuels. Et donc, du point de vue de la géopolitique, la mondialisation, c'est une lutte de répartition des espaces géopolitiques sur Terre, comme au XIXe siècle. On le voit, la guerre en Crimée, par exemple, et dans l'est de l'Ukraine. Dans l'air, l'aviation, sur mer, mais aussi le cyberespace. Parce que le cyberespace, c'est un territoire. Un territoire, c'est un espace sur lequel se calque un projet géopolitique. Donc, le cyberespace est l'objet de rivalités, comme sur le territoire, entre groupes, États, rivaux, pour le contrôle de cet espace. Et donc la géopolitique décrit les rivalités de pouvoir non seulement sur le territoire, mais aussi par rapport aux populations qui y habitent. Alors, les rivalités géopolitiques, que l'on conçoit aisément sur les territoires classiques, prennent une autre dimension dans l'espace virtuel avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment, évidemment, Internet. Et donc, lorsqu'on essaie de comprendre l'évolution du monde selon l'approche géopolitique, on remarque que dans ce qu'on appelle la cybergéopolitique se reproduit les visions géopolitiques antagonisme du monde. Par exemple, aujourd'hui, la rivalité en ceux qui essayent de préserver un monde unipolaire, en particulier les États-Unis et l'Occident, les États-Unis avec leurs alliés, et ceux qui essayent de transformer le monde en un monde multipolaire.
Russie, Chine, les BRICS, et puis une vision gaulliste de l'Europe, si elle existe encore. Alors, comme M. Kempf l'a précisé ce matin, tout à l'heure, la question de la cyberconflictualité, ce n'est pas seulement virtuel, c'est aussi un quadrillage du territoire sur le terrain. Cette carte montre en fait les points de captage des informations dans le système pour la National Security Agency des États-Unis, et notamment le captage des informations à partir des grands câbles sous-marins qui sont évidemment sous écoute. Donc c'est un véritable quadrillage du territoire que les États-Unis opèrent, notamment au travers des bases de l'OTAN. Vous avez tous entendu parler il y a 2 jours, la polémique qui enfle en Allemagne. Est-ce que les Allemands ont espionné les Français pour le compte des États-Unis? Et évidemment, les bases de l'OTAN en Allemagne, avec leurs grandes oreilles, sont directement... les informations sont rassemblées et aboutissent aux États-Unis. Alors, dans cette bataille géopolitique mondiale, nous avons cette lutte entre ceux qui veulent préserver le monde unipolaire et l'émergence du monde multipolaire. Et on peut dire que dans les questions de cyber-géopolitique, les anglo-saxons adoptent une stratégie unipolaire par leur alliance privilégiée. Donc les États-Unis cherchent à préserver un monde unipolaire en se plaçant au centre du pouvoir cyber-géopolitique. Alors, je précise tout de suite, ici j'ai l'air peut-être de critiquer les États-Unis, les anglo-saxons. Leur approche n'est pas en cause. Je pense qu'ils ont été plus malins que nous, ils ont pris une longueur d'avance, et c'est la faiblesse européenne qui est en cause, de ne pas suivre les évolutions et de rééquilibrer les relations de pouvoir et de faire la même chose en réalité. Alors, en se plaçant au centre du pouvoir cyber-géopolitique mondial, ce qu'on a appris, ce qu'on savait déjà, les spécialistes le savaient déjà, mais Snowden l'a révélé au monde entier de manière plus explicite, fait des États-Unis le centre d'information, de rassemblement de l'information à partir de l'espace virtuel avec les réseaux sociaux, l'utilisation d'Internet, dont tous les États et les citoyens deviennent dépendants dans le monde, et donc aussi avec des accords de coopération qui sont forcément asymétriques, puisque c'est les États-Unis qui contrôlent les réseaux. Alors il y a une hiérarchie qui se met en place, donc je vais vous montrer la carte. Voilà. J'essaie de faire une carte en montrant un petit peu la hiérarchie qui s'instaure dans l'espace cybergéopolitique mondial. Vous avez au centre les États-Unis, avec la National Security Agency, les services secrets américains, donc qui ont des accords secrets ou qui espionnent massivement les grands opérateurs comme Google, les réseaux sociaux, Facebook, et qui rassemblent l'information des bases de l'OTAN, par exemple, disséminées en Europe, mais aussi toutes les bases américaines dans le monde. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les Five Eyes. Ce sont les anglo-saxons qui ont des accords de coopération privilégiés entre eux. Ils s'échangent, ils sont évidemment moins puissants que les États-Unis, mais en s'échangeant de manière privilégiée l'information, ils font partie de ce noyau dur, je dirais, de puissance dans la cybergéopolitique mondiale, donc ils sont au centre. Et donc vous avez tous lu que les Britanniques, par exemple, en Europe, donnent beaucoup d'informations aux États-Unis. Et puis on a appris, comme je l'ai mentionné tout à l'heure récemment, que les Allemands font la même chose sur les Français aux États-Unis. Et puis on apprendra évidemment un jour que les Français font la même chose avec d'autres partenaires en donnant l'information aux États-Unis. Alors, vous avez ensuite le cercle des alliés, et des alliés un peu plus éloignés qui n'ont pas accès aux informations aussi sensibles que les Five Eyes. France, Italie,
Espagne, l'Union européenne en général, je ne les ai pas tous mentionnés. Alors, ces États sont dans une espèce de zone grise entre coopération et concurrence, évidemment. Parce que chacun de ces pays, en fait,